De retour sur ce plateau, eh bien, nous sommes heureux. Vous avez compris que nous sommes en train de sourire. Nous avons reçu M. Alexis Bongo, cette fois-ci, qui va nous parler du livre. M. Alexis Bongo, bonjour. Bonjour, Belle d'Afrique. Bonjour. Bon, je vais lire un paragraphe de l'introduction pour en donner une idée. En décidant d'écrire ces mémoires autobiographiques, je me libère du poids qui étreint ma conscience et qui ne cesse de me torturer. J'encours les critiques de ceux qui ont tenté en vain de me dissuader de me lancer dans cette entreprise. C'est normal, c'est le prix à payer, mais c'est aussi celui de ma dignité, ma loyauté et ma fidélité. J'accepte d'être jugé en sachant que je rencontrerai médisance et calomnie, que l'on m'accusera d'avoir toujours voulu tenir le beau rôle. Pourtant, je crois qu'il est possible que je sois finalement mieux compris. Moi, je suis le seul à avoir connu et partagé des moments de bonheur d'une rare intensité sur cette terre des hommes. Je souligne que la particularité de la genèse de ma naissance avec toute la magie de ses contours et la longévité de mes relations de travail et de famille avec certaines personnalités de la vie politique congolaise est la téléonomie réelle des turpitudes que je vais raconter tout au long de mon récit. Cela n'entache guère ma reconnaissance envers celui qui fut mon mentor tout au long de ma vie militaire et politique. Voilà un peu l'introduction de ce livre, pas comme les autres, mes mémoires, le parvis de ma vie de Norbert Dabira, le général bien-aimé, sans lequel, évidemment, comme vous l'avez su dire ici, nous serions tous dans le noir, ni vus ni connus, croupissant dans la poussière, sinon dans la misère. Donc nous lui rendons hommage aujourd'hui et nous sommes reconnaissants et qu'on nous permet d'être admiratifs parce qu'ils sont nombreux, les généraux, ils sont nombreux des dignitaires, ils sont nombreux de hauts cadres, des responsables qui auraient pu faire comme lui. Et ça aurait permis, comme ça, à l'État de mieux respirer. Parce que quand le secteur privé bat son plein, l'État respire. Mais malheureusement, ce n'est pas trop dans la nature de beaucoup de responsables, de dignitaires de chez nous, de penser à tous ces jeunes comme Norbert Dabira l'a fait ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce livre, Ce livre est un livre, je disais, pas comme les autres. C'est un livre autobiographique, on n'aimerait pas le décrypter aujourd'hui, mais je suis revenu seulement sur un aspect de ce livre que je ne retrouve même pas encore parce que tiraillé par la préparation de la prochaine émission d'Homéostasie. Mais au fur et à mesure que nous allons débattre, je vais essayer de voir ça. Je parlais ici du fait que Norbert Dabira évoque que, à son époque, au village, lorsque quelqu'un sortait avec ta femme, il était hors de question de lui céder ta femme. Comme font les gens aujourd'hui. À l'époque, si tu faisais ça, mais c'est toi qui devenais la risée de tout le village. Donc, quelqu'un a été pris en flagrant délit d'adultère avec ta femme, toi, en homme, responsable qui se respecte, tu ne lui cèdes pas ta femme. Mais c'est le bira qui va s'en suivre. Et là, nous allons essayer de retrouver, sinon les téléspectateurs, sinon les gens vont acheter le livre pour le voir. Il s'agit d'aiguiser son couteau à double tranchant, pendant que l'autre aussi qui a commis va aiguiser son couteau. Alors sur la place du village, tout le monde le sait, personne ne... Mota séparé, au beau milieu du village,
vous devez vous lancer dans ce bira-là et les ancêtres vont trancher d'en haut. Les esprits vont trancher, il faut que mort s'en suive. Donc ça s'arrête seulement lorsque l'un d'entre eux va mourir. Donc tu peux blesser, tu peux faire comme les Koulouna d'aujourd'hui là. Personne ne va intervenir, ni les enfants, ni les femmes, ni les parents, les cousins, tout ce beau monde-là, jusqu'à ce que mort s'en suive. Ça c'était la belle époque. Au village là-bas, et vous aviez évidemment, vous aviez évidemment crié au scandale ici. Oui, donc c'est ça qui me ramène un peu. Sérieusement, je pense qu'il faut lire parce que nous, aujourd'hui, les jeunes, on est un peu déconnectés et surtout, il y a certains parents qui n'ont pas su transmettre à leurs enfants. Et ça sera l'occasion. On vous donne encore l'occasion de lire quelques paragraphes. Je pense qu'on va, c'est comme ça qu'on va y aller et donner envie aux téléspectateurs de pouvoir aussi lire ce livre. J'ouvre par hasard la page 107, par hasard, hein. Cette éducation faite de sagesse, donc la leur, voilà, ça tombe bien, et d'amour envers le prochain, et notamment de conviction spirituelle ancestrale, a conduit donc Norbert Dabira à me poser des questions sur le monde. Ma première question est d'ailleurs simple. Qui a créé Dieu? Puis, d'où venons-nous? Dieu, répondait mon père, est tout ce que nous, est tout ce que, attendez, là, il y a la lumière, Dieu, répondait mon père, est tout ce que nos ancêtres nous ont légué, qui plane sur nous et nous guide. C'est l'omnipotent. Nous sommes la création d'un être supérieur. Pour ma part, pour la part du général Norbert Dabira, je crois que Dieu est la création des hommes. Car je l'ai cherché partout et je ne l'ai trouvé qu'en moi-même. Voilà un extrait. Donc peut-être que ça peut prêter à discussion sur ce plateau. Oui, je crois que ça revient aussi à la même question que tous nous nous posons. Oui. Parce qu'il y a ceux qui diront qu'ils sont trop religieux, il y a ceux qui diront qu'ils sont trop spirituels, il y a ceux qui diront qu'ils sont trop peut-être athées. Et tout le monde se pose la question de Dieu. Alors, lui, il répond à cette question. Et toi, tu sais qui est Dieu pour nous? Bon, ben moi je suis homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Ça veut dire que j'ai reçu et des athées et des croyants de divers horizons. Et je crois que, de divers horizons, je crois que ça n'engage que lui. Oui. Et Norbert Dabira, l'écrivain. Et tu t'es déjà posé la question de savoir si Dieu existe, toi aussi? Oui, je me suis posé la question et j'ai retrouvé ma réponse. D'accord. C'est ça. Toi aussi, tu t'es posé la question? Bien sûr, à plusieurs fois, bien sûr. Donc, tu as envie de savoir qui est Dieu? Bien sûr. D'accord. Donc, tu peux lire ce livre et savoir au moins la pensée du chef. Comme ça, au moins, on est fixé. Parce que quand même, on a des avis comme Dieu, il est Seigneur, chacun a donné son avis. Et là, au moins, tu auras l'avis. C'est vrai, il existe. Est-ce que ça n'aura pas à la carrière vraie? Tu vois. Surtout quand on passe chez Yakakawana, est-ce que tu as un problème? Non, mais pas Pierre, tu as un problème aux la solution. Au moment que tu es en train de prier, monsieur le fils a été, tu te poses des questions. Est-ce que vraiment il existe le Dieu là? D'accord. Toi aussi, tu t'es déjà posé la question? Oui, mais quand tu vas à l'école, surtout quand tu arrives en classe de seconde, souvent quand tu reprends la philosophie pour la première fois, tu as toujours des doutes qui reviennent dans ta tête parce que tu te demandes, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que ce qu'on nous apprend à l'église, c'est vraiment ça? Parce qu'on te met en contradiction même avec toi-même. Donc du coup, je me suis posé cette question, mais après on trouve toujours des réponses qui vont avec. Surtout que les professeurs ont été formés comme pour nous athéiser, pour enlever toute la croyance que nous avions à l'époque quand on atteignait la classe de seconde et quand on devait se confronter à la philosophie. On dirait qu'ils étaient taillés sur mesure pour venir balayer toutes les idées reçues concernant l'Église. Mais ici, ce qui est important, c'est que Norbert Dabira pose cette question existentielle fondamentale. Qu'on le veuille ou pas, chacun devrait se la poser. Et le destin de chacun de nous dépendra de la réponse qu'il va trouver. Voilà. Et c'est ça la grande problématique. Alors, on va vous laisser encore choisir un autre parce qu'aujourd'hui, on avait promis aux téléspectateurs, mais je te dis, la fois dernière, on m'a appelé pour dire, vous aviez dit, vous allez parler de ça. Le même jour, j'ai regardé, donc j'attends le jeudi. J'espère que tu es devant la télévision pour attendre ton livre, donc on vous donne quelques réponses. Alors, papa, c'est parti. Bon, je tombe encore sur un petit paragraphe. Je vais lire seulement deux ou trois phrases. Je ne comprenais pas que l'on puisse traiter un défunt de la sorte. Page 103. J'étais profondément attristé. Je n'acceptais pas cela. Si bien qu'au rassemblement sur la place d'Armes, quand le directeur de l'école lut les conclusions de la commission d'enquête, je perdis connaissance et m'effondrai dans les rangs. Là, je pense que
Norbert Dabira entend parler en mal d'un défunt. Et ça, il ne supporte pas, ça lui fait terriblement mal. C'est tout à fait... Ça, là, ça relève de l'éducation reçue à la belle époque, dans nos villages, dans la sagesse du Mbongi. Ce qu'on avait dit quand un mort passait, on mettait la main sur les enfants, fouillaient, ne pas voir... Voilà. Mais aujourd'hui, quand un mort passait... Le respect de la vie, on savait que la vie est sacrée, mais on savait en même temps que les morts sont sacrés. C'est pas comme aujourd'hui chez nous. Quelqu'un meurt, alors là, c'est les voyous du quartier qui sortent leur tambour, et quand ils vont battre de ce tam-tam, ils disent « Toboy va conseiller ». Ils vous avertissent déjà. « Bisotoye matang ». Toboy va conseiller. Et ça bat comme ça. Et gare à vous si vous essayez d'apporter des conseils, parce que ces enfants-là sont très dangereux. N'est-ce pas? Et ce rythme-là, ce n'est plus l'affaire que des garçons et des voyous du quartier. Hein. Même les femmes bien posées dans leur foyer ne rêvent plus que de la mort de quelqu'un. Quand l'événement lui arrive, elle est morte, en tout cas elle est heureuse. À peine qu'elle a dit, ah là là, c'est malheureux, mais elle sait qu'elle a sa tenue noire, elle sait qu'il y a une tenue spéciale parce qu'ils ont un terme pour appeler activité. Oui. Donc place à l'activité. Donc on a désacralisé le deuil complètement. Et on voit des femmes belles comme des belles d'Afrique se dénuder sur la place des veillées. Et même à l'enterrement, nous avons vu une dame carrément s'installer sur le cercueil de monsieur et mimer comment ça se faisait. Alors là, devant tout le monde ahuri, quel scandale! Donc ce sont des choses, ce livre a été écrit pour que Norbert Dabira puisse nous réancrer dans les valeurs d'antan. Ce qu'on a complètement perdu là. Exactement. Pour que nous puissions demain nous aussi devenir des Dabira comme lui. Exactement. Sinon des grands dirigeants de ce monde. Parce que sans éducation, que voulez-vous que deviennent nos enfants demain, si ce n'est des Koulouna? Alors, merci beaucoup. Là, c'est déjà le 2. Vous inquiétez pas, on n'a pas encore fini. On vous avait dit, on va parler du livre, non? C'est le livre. On va le lire, bon, pas en entier, mais quand même. On vous montre les extraits au hasard. Les extraits au hasard. Déjà, on a parlé du mariage, c'est-à-dire ce qui se passait, on ne peut pas répudier sa femme. Là, on parle du deuil, déjà. Donc, ça veut dire que c'est un livre qui vous montre les aspects culturels de façon large et de façon diverse, on va dire ça comme ça. Donc, facilement, pour ceux qui se posent certaines questions, on a parlé également de Dieu, c'est l'occasion de pouvoir apprendre quelques phrases ou encore quelques connaissances. C'est très important. On a dit, si tu veux cacher quelque chose à un noir, mets-le dans un livre. Mais je voudrais croire que cela n'agit pas sur votre vie et sur ma vie également parce que je me parle à moi-même. Et si on poursuivait alors? Bon, on tombe encore par hasard. Les téléspectateurs en sont témoins. Page 202. Le président Sassou continua sa tournée, passa par le district de Ngoko, la petite ville de ma circonscription natale, où il fut accueilli avec le même enthousiasme. C'est en ces hauts lieux des coutumes ancestrales, s'il vous plaît, Mboshi, qu'il fut consacré chef honoris causa des chefs de la tribu Mboshi. Il devint Kani Doba, titre auquel personne ne peut prétendre sans avoir des liens de sang avec les ancêtres ou être propriétaire de terre dans la contrée. C'est dans ce sanctuaire d'Otouéré, temple de la justice et de la droiture, que dans un rituel spécifique, les chefs coutumiers lui consacraient spirituellement le Congo au nom des ancêtres. Voilà, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe, là, normalement. Mais aujourd'hui, les jeunes bardés de diplômes et de tout se foutent des ancêtres. On se dit, bon oui, moi je suis le président et puis c'est comme ça. Mais non, sans la bénédiction de papa et maman, sans la bénédiction de ces ancêtres-là, sans qu'ils n'aient mangé la cola et n'aient craché de bénédiction sur toi, tu ne peux rien faire. Donc ici, nous découvrons, grâce à Norbert Dabira, que ça avait été, les ancêtres avaient été respectés, même par son excellence lui-même. Sinon, sans cette bénédiction, sans cette sagesse-là, sans cette force mystique, comment vous allez pouvoir diriger? Donc c'est une façon comme une autre de dire aujourd'hui à tous ces jeunes qui pensent que l'école, quand elle est arrivée, c'est pour tout écraser, ou bien la science et la technologie vont balayer d'un revers des mains la bénédiction parentale, ou bien les secrets des ancêtres, ils se trompent lourdement. Et là encore, on parlera du respect de l'autorité parce qu'il l'appelle chef de l'État. Évidemment. Et c'est ça que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça disparaît. Chacun se permet, quand il prend son téléphone, il dit tout et n'importe quoi sur le chef de l'État.
Mais non, ce que nous oublions, c'est que c'est l'autorité suprême. Il vient après Dieu. Et même, Dieu lui-même, on dit toute autorité vient de Dieu. Donc sans la bénédiction de Dieu, il ne serait même pas là. Donc, si nous replongeons dans ces racines-là, ça va nous réapprendre à respecter non pas seulement le chef de l'État et le gouvernement, mais aussi nos propres parents, parce que ici, j'aimerais bien que ces jeunes-là parlent, il ne faut pas les laisser muets. Il faut qu'ils reconnaissent qu'ils ne respectent plus ni papa, ni maman, ni les pasteurs, ni les ancêtres au village. Donc plus personne n'est respecté. Je pense que lui, il a plus à dire sur ce sujet. Je t'écoute parce que je vais faire des clins d'œil. Justement, effectivement, moi je suis d'accord avec les propos du PDG. Il faut le dire, la jeunesse aujourd'hui a perdu ce qu'on appelle le respect. Nous tous, nous sommes sur et les valeurs. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux. On voit comment est-ce que certains patriotes qui sont hors du pays vilipendent son excellence, le président Denis Sassou Nguesso. Ce qui n'est pas normal d'ailleurs. Alors parce que nos anciens nous montrent le respect. Justement, parce que je n'arrive pas à comprendre. Voici des personnes qui sont de l'autre côté, qui ont choisi de rester de l'autre côté. Ils ne sont pas en exil, mais ils passent tout leur temps, au lieu de critiquer dans un sens positif, mais ce n'est pas ce qu'ils font. Ils ne font qu'insulter, rentrer même dans l'intimité. Et c'est des choses que nous dénonçons. Quand on va sur les réseaux sociaux, c'est pour apprendre. Et il ne faut pas se dire que tu vas rester en Europe toute ta vie. Tôt ou tard, tu vas répondre. Et ne sois pas surpris quand tu rentres. Et puis, la justice t'interpelle. Au Congo, il y a une séparation de pouvoir. La justice fait son travail et l'État fait son travail. Donc, ne soyez pas étonnés demain après-demain si vous débarquez ici. Et puis, voilà. Le problème, c'est que la diaspora, elle se fout de tous les chefs d'État de tout le continent. Ils sont les mêmes partout. Donc, ils doivent savoir que... D'ailleurs, même ils recrutent sur les réseaux sociaux et ils vous font croire que vous n'êtes pas patriote si vous ne parlez pas de ces sujets à leur façon. Parce que personnellement, même dernièrement, je me fais attaquer sur ça. Mais mon choix, il est clair. On peut continuer. Encore le hasard va nous servir ici. Page 88. Exactement. C'est à l'aéroport Charles de Gaulle que je foulais pour la première fois le sol européen. Donc notre patron, pour la première fois, c'est à Charles de Gaulle. Nous aussi, on va fouler. Évidemment, mais on est dans sa bénédiction. Exactement. Mais il faut noter, c'est très très important, que grâce au général Norbert Dabira, ils sont nombreux les journalistes qui sont allés en France et ailleurs. Oui, ça c'est vrai. Déjà Alexis Bongo lui-même, grâce à DRTV, on a été là-bas, on a vu, on a vécu, on est revenu. On a Chépi le français qui est là-bas, on a Patricia sa femme qui est là-bas. Ils sont trop nombreux qui, grâce à DRTV, ont pu voir le reste du monde. Donc le Big Boss nous dit ici, le spectacle était fascinant. Les satellites de l'aéroport, les tapis roulants et surtout l'ouverture automatique des portes à l'approche des voyageurs. Vous imaginez, il sort de son Congo ici. C'était une autre réalité. Voilà, et là, il est fasciné. Toute cette machinerie étonnante m'impressionnait. Mon ami Linganzi se donna en spectacle, sursautant devant cette magie. Le service de correspondance de l'aéroport nous reçut avec une hospitalité peu commune. Nous étions choyés comme des enfants à bord d'un bus de la compagnie aérienne UTA. Nous découvrîmes Paris, l'objet de nos rêves. Donc, à leur époque aussi, déjà, les jeunes étaient conditionnés pour rêver de Paris, quoi. Il dit, la curiosité de la plupart des voyageurs frisait le ridicule. Chacun voulait retrouver le monument de ses lectures, puisqu'on lisait dans les romans, maintenant on y est, si bien que le conducteur fut même obligé d'effectuer un passage à côté de la Tour Eiffel et de l'Arc de Triomphe, parce que les négros qui étaient arrivés là, ils voulaient voir la Tour Eiffel. À l'époque, pour nous autres des anciennes colonies françaises, s'il vous plaît, mourir sans voir Paris, c'était comme si on n'avait jamais vécu sur terre, c'était un péché grave. Non, mais il est sincère dans son témoignage. On doit bien quand même acclamer cette sincérité. Et puis, c'est une expérience qui nous partage en même temps aussi du voyage. D'ailleurs, c'est pour vous montrer la variété de ce livre et ce que vous pouvez découvrir. D'ailleurs, même pour ceux qui n'ont pas vu Paris, quand quelqu'un qui vient de Paris vous parle, il faut l'écouter. On est attentif. Il faut l'écouter. Toi-même, tu ne sais pas si tu vas arriver là-bas. Donc, si tu rêves de ça là, tout le monde va se retrouver, que ce soit des jeunes comme des vieux. Je pense que dans ce livre, et d'ailleurs même, il a dit quelque chose de très important, c'est qu'à leur époque, ils lisaient. Ah oui, à leur époque, ils lisaient.
dans les romans, les enfants lisent de moins en moins. Donc, cultivez-vous, c'est très important. D'ailleurs, même si on fait ce genre d'activité, c'est pour permettre aux gens de connaître aussi les autorités, parce que on a l'impression que les jeunes aujourd'hui pensent que les autorités sont tombées du ciel. Hein. Ah oui. On se dit qu'ils n'ont pas un bagage intellectuel, voilà. qu'ils ont eu peut-être la grâce, ce sont des gens qui ont On commet une erreur extrêmement grave. Moi aussi, j'étais de ceux qui pensaient ainsi. Moi, en tout cas, à l'époque, je croyais que tous ceux qui sont des militaires, ils ne connaissent que les armes, point barre. Donc, c'est des nuls, ils n'ont aucun autre diplôme, ils savent souvent manier les armes et tuer. C'est tout. Or, au fond dedans, il y a des ingénieurs de tous ordres. Ils ont tout ce que... Les corps des métiers sont dans l'armée. Ça, nous ne savions pas. Mais, pour revenir à cette affaire, il faudrait que je dise au général Norbert Dabira que pour nous autres, les panafricanistes, les temps ont changé. Cette affaire de rêve de Paris, là, ça doit finir. Hein? À leur époque encore, ils ne rêvaient pas panafricanisme, ils ne rêvaient pas émancipation du continent. Mais nous disons aux jeunes d'aujourd'hui, on ne peut plus passer sa vie à rêver de Paris. Il n'y a rien de bon. Brazzaville, c'est mieux. Hein? Nous disons, Brazza, c'est mieux. Parce que l'Afrique est le continent du futur. Ça avait été le berceau de l'humanité et ça va être le futur de l'humanité. Mais quelqu'un peut aller juste pour... Oui, par curiosité, pour découvrir, même pour aller attraper les papiers là-bas, pour voyager comme on veut, on peut le faire. Mais on ne peut pas le faire en tournant complètement le dos à sa propre source, à sa propre nature, à sa propre identité, pour épouser l'identité des autres. Ça ne marche pas comme ça. Il faut faire comme le général qui est rentré. Ils sont allés, ils ont étudié, ils ont glané des diplômes, ils sont revenus travailler ici au pays. Et puis je vais vous donner un aspect ici, page 89, c'est très important. Quand ils sont allés comme ça, ils ont vu les portes s'ouvrir devant eux, ils ont pensé qu'ils étaient au paradis. Après, c'est le froid qui... Il dit... Le froid glacial de l'hiver nous terrifiait, malgré les habits adaptés à la saison que l'on nous avait remis. Habits lourds, achetés spécialement pour nous dans les magasins destinés aux étrangers. Le port obligatoire des gants, dès que l'on sortait du mess des officiers, n'empêchait nullement nos doigts de brûler de froid. Et c'est vrai. Pour un Africain qui vit dans la chaleur... Mais comment? Nous qui sommes bien du 1er janvier au 31 décembre, tu peux même te balader torse nu. Ça, c'est vrai. Mais ça, ils ne peuvent pas se le permettre là-bas. Même pas. Seulement en été. Mais comment? À peine en été, et ça ne dure pas longtemps, peut-être 2 mois seulement. 3 mois, 2 ou 3 mois. Mais sinon, ils doivent se couvrir comme ça là. Même pendant le printemps. Et notre styliste là ne s'est même pas couvert parce que là-bas, il faut que les gants et tout ça... Il y a des gens qui ne se lavent plus à cause du froid. Voilà, donc l'Afrique devrait aussi reconnaître que la première des richesses que Dieu, ou les dieux selon, parce que chez les panafricanistes, il y en a qui croient en Dieu et d'autres qui croient seulement aux ancêtres. Donc Dieu ou les dieux nous ont donné un cadeau comme pas possible, le climat de chez nous. Il n'y a rien de plus précieux que le soleil d'Afrique. Et même la nuit, il y a la lune qui vient encore embellir les choses. Donc nous sommes énormément gâtés. Donc Norbert Dabira retrace ça pour que ça reste aussi dans l'esprit des gens. Que ce n'est pas parce qu'on a arrivé de là-bas qu'une fois qu'on arrive là-bas, c'est paradisiaque. Non, il y a des choses et d'autres. Et donc, ça vous fait revenir au pays. Si on pouvait continuer, prendre l'avant-dernier paragraphe. Non, mais parce qu'en même temps, les jeunes qui sont là, ils ne commentent pas. Il faut qu'ils disent, parce que c'est eux qui font que... Non, aujourd'hui, je les ai dit aujourd'hui, là, le livre, là, personne ne va commenter. Personne n'a le droit de commenter. Ah, donc aujourd'hui, là, c'est nous qui fouillons dans le livre. Oui, nous, vous allez faire, vous allez nous faire découvrir. Très bien. Nous, on va écouter comme des élèves. Page 33. Le hasard nous guide. Au cours du rituel, le placenta de l'enfant fut plongé dans l'eau de la rivière sacrée au Koono et se perdit dans les profondeurs. Le chef coutumier, le Kani du village, déclara au nom des vivants et des morts, au nom de tous les ancêtres et des aïeux, et au nom de Dieu Tout-Puissant, dont il écarle l'autorité, la naissance d'Atia, fils de Dabira, donc de notre boss. Ah oui, oui, oui. Non, mais on ne devient pas général d'Abira par hasard. Il y a quand même des choses qui ont été faites au départ. Après moi, il y a quand même quelque chose qui m'a intrigué dans ça. Oui. Nous, les placentas, on les enterre. On les enterre, oui. Ouais. Mais je n'ai pas fini de lire le paragraphe. Ah oui, ça s'est perdu. Oui, mais on va revenir sur le fait que nous, on enterre. Ici, au cours du rituel, le placenta de l'enfant fut plongé dans l'eau de la rivière sacrée
au Kowono, pas n'importe quelle rivière, et se perdit dans les profondeurs. Le chef coutumier, et non le voyou du village, non, le chef coutumier, le Kani du village, déclara au nom des vivants et des morts, ça c'est un, au nom de tous les ancêtres et des aïeux, et au nom de Dieu Tout-Puissant dont il incarne l'autorité, la naissance d'Atia, fils de Dabira, est prescrite par les ancêtres sur l'intercession du Très-Haut. Il sera un grand personnage. Voilà ce qui a été lié par le Très-Haut. Personne sur terre ne pourra le délier. Ni le crocodile, ni aucun fauve, pas même un sorcier aussi puissant soit-il, ne pourra mettre fin à son destin. Il suivra son chemin inexorablement jusqu'à son terme. Ainsi le veulent les ancêtres. Et cela se fera. Et cela s'est fait. Quand même. Bon, maman, il faut me dire où tu as laissé mon placenta. Parce que là, vraiment, c'est urgent. On peut dire que par les temps qui courent, on enterre. On remet à... Non, on vous remet et vous allez enterrer. Et puis vous allez enterrer. Oui. Oui, mais les jeunes d'aujourd'hui, ils enterrent. Mais ils ont creusé, ils ont enterré. Ils n'ont rien dit. Il n'y a rien. Oui, on creuse. Même pas une prière à Dieu. Oui. Même pas une prière aux ancêtres. On creuse seulement, on enterre. Les enfants ne réussissent pas, il n'y a rien, on ne sait même pas adresser à Dieu ni aux ancêtres. Il faut la bénédiction. Moi j'ai fait ça pour mes deux petites nièces, mais je ne savais même pas, non les trois, mon neveu et mes nièces, je ne savais même pas, parce que quand on me ramène ça, moi je me dis il faut nettoyer les vêtements, je creuse un trou. Mon grand frère, moi c'était à Bota, je suis à l'hôpital, on m'a remis ça dans un pot. Tu vois, il y a beaucoup tout. Non, sérieux. Mais il fallait lire ce genre de livre pour comprendre. Je pense qu'il est primordial. Oui, c'est un livre que tout le monde devrait lire. Le placenta de mon fils, je vais le jeter dans l'eau. Oui. Il faut qu'il soit comme un... Non, attention. Pas n'importe quel... C'est ça. L'eau sacrée, c'était une rivière sacrée. Exactement comme on a décrit. Exactement. Je vais chercher celui qui représente... Voilà, le Kani. Oui. Celui qui s'occupe... Non, chez nous, c'est Nkwembali. Le Nkwembali, je vais chercher quelqu'un qui tient Nkwembali. Oui. Et le lui, feu sacré, quoi. Voilà, le feu sacré, on va faire un rituel, on va jeter... Aller jeter ça dans Madoukou. Non, pas dans Madoukou, là-bas, il y a trop d'esprit. Livre exactement dans mes bélés, il faut prendre vraiment le temps de lire ça. Parce que moi, c'est ma trop, parce que tout à l'heure, on a parlé même l'histoire que Batouaron fêtait là-bas. La Mamatanga. Maman m'a expliqué tout le moment où on a accordé. Ce qui est mon soukambo, maman la banque a un racha banda, tu vas avoir clé, notamment la corté. Donc tu vas reprendre mon accord. Mais puis là, on a 8 ans, il me coupe au fond, on l'a mis sur le téléphone, il doit filmer. Non, mais quand je pense que quand on était jeune, quand le corps passait, on nous disait mets la main sur le plat, je crois, il y avait une position sur le cœur pour éviter que ce qui soit un quota. Mais après, vous avez les raisons pourquoi on faisait ça, en fait. Vous avez les raisons. Donc, il faut lire le livre. On va prendre une dernière lecture. Oui, une dernière lecture. Oui, qui va être vraiment commentée. Il y a un paragraphe entier, mais je vais essayer de voir si je peux le finir. Mon père et moi, sur le chemin de la vie. Là, c'est le général qui témoigne. Son père et lui sur le chemin de la vie. Mon père était comme un météore de la trempe de ces hommes qui posent un certain nombre d'actes et disparaissent. Charismatique, d'une profondeur infinie, dès qu'il parlait, la sagesse s'exprimait. J'aimais sa compagnie. Il ne manquait jamais de me prodiguer des conseils. Il s'est occupé tout le long de sa vie à me guider, à m'inculquer le sens de l'honneur, de la dignité et de la responsabilité. Il était malheureux quand je commettais une sottise qui me rendait indigne de lui. Mais chaque erreur, chaque faute et chaque manquement lui donnait l'occasion de me donner une leçon de vie. Trop beau. N'est-ce pas magnifique? Ben, est-ce que les enfants d'aujourd'hui peuvent encore dire mon père et moi? Non. Hein? Non. mes amis. Oh, bon niveau quoi? Et puis les moi, mes amis. Moi, mes amis, on était Moi, mes amis. je parle avec mes amis, pas avec mon père. Ben, voilà. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus cette complicité-là. Il n'y a pas aussi des parents qui repriment maintenant des enfants. Non, mais les parents sont fatigués parce que vous êtes têtus. Et puis nous, quand vous produisez des conseils, ça vous énerve. Vous vous imaginez, il est 23 h. Depuis 20h30, les parents guettaient l'arrivée de l'enfant. Et quand on appelle, surtout vous les filles, vous avez l'habitude d'éteindre le téléphone.
Alors que maman veut entendre ne fût-ce que ta voix et se rassurer que tu es en vie quelque part, que tu arrives. Elle n'est pas disponible, n'est pas disponible. La pauvre maman, elle s'y reprend 50 fois. Maintenant, 23 heures, on a nos comités. Et puis, on connaît comment sont nos quartiers. Ouais. On s'inquiète pour toi, mais tu arrives, tu as quand même le toupet de toquer, et quand on t'ouvre, c'est toi qui fais la gueule encore. Bon, maintenant, comment le père va te donner, te transmettre ses valeurs? Oui. Tu voulais dire quelque chose très rapidement, très rapidement. Un petit témoignage. Oui. Récemment, dans mon quartier, il y a une mère qui s'est disputée avec son enfant parce que l'enfant est sorti en tenue de l'école. Et la maman, après, quelques temps après, elle est sortie. Elle a croisé sa fille dans le même bus, mais elle ne savait pas que c'était son enfant. De la manière dont l'enfant était maquillé, elle était habillée. Et chose bizarre, c'est-à-dire quand elle a vu sa mère, elle a reconnu, mais la mère n'a pas reconnu son enfant. Non, non. Donc du coup, il y a quand même eu une méfiance. Et la mère a remarqué que l'enfant là me regarde d'une manière, elle demande, toi tu es l'enfant d'un tel? Elle dit oui, oui, oui. C'est son propre enfant. Mais elle n'a pas pu reconnaître sa fille. Pourquoi? Parce qu'elle a un visage à la maison, elle a un autre visage dehors. Après, non, mais ce qui est clair, moi j'ai une voisine, quand elle avait mon âge, hein, on est maintenant dans la trentaine, elle, quand elle rentrait en retard, elle prenait les pierres, elle était la clinique, elle jetait sur l'étole. Donc, c'est-à-dire, si elle toque 2 ou 3 fois, ça ne marche pas. Elle prend, et bien les pierres. Elle prend les pierres, et vous tous, vous allez vous réveiller. Que vous ne le vouliez pas, vous allez vous réveiller et vous prier. Aujourd'hui, par exemple, on va parler de ça, on va dire que les parents ne sont plus à mesure parfois de conseiller les enfants. Pourquoi? Avant, par exemple, avec nos grands-parents, même si le papa n'avait pas d'argent, même s'il n'avait rien, il y avait le respect qui s'imposait. L'enfant parfois partait à la chasse pour aller travailler pour les parents. Mais aujourd'hui, on est passé à un moment où quand l'enfant travaille et qu'il voit ses parents à la maison, il se dit qu'il est supérieur à ses parents-là. Donc il y a aussi ce côté où il les méprise maintenant. Quand un parent veut donner conseil à son enfant, l'enfant dit « Toi-même, qu'est-ce que tu as fait de ta vie ?» Il y a ce côté-là aussi. Donc, il faut aussi prendre toutes ces choses en ligne de compte. Qu'est-ce que ces parents ont d'abord fait avant que les... Parce que il y a des parents qui prennent les enfants pour des joyeux, donc ils donnent plus de considération à ces enfants que l'enfant parfois oublie ce qu'il est. Je pense que vraiment, Général, je pense qu'un autre livre s'impose, celui des conséquences de toutes ces choses-là. Le respect d'avoir abandonné toutes ces choses-là, c'est quoi les conséquences qu'une personne peut vivre, peut-être. Ça permettra d'ouvrir les yeux. Par exemple, quand on ne respecte pas la tradition, qu'on ne respecte pas son père, ses autorités, ou encore quand on se pose pas, on ne fait pas les rituels, quand on s'oppose à une certaine autorité, ou qu'on fasse certaines choses en fait que vous avez évoquées dans certains livres, dans votre livre. Mais je pense que si l'enfant a ça, aujourd'hui, si beaucoup de gens vont à l'église, c'est à cause de la peur de l'enfer. Hein. C'est pas parce que Dieu il est grand, c'est parce qu'on a peur d'aller en enfer. Et si on pouvait connaître ces conséquences-là, je pense que on va éviter d'abord de faire ces mêmes choses. Je pense que ça serait mieux. Alors, papa, tu avais quelque chose à dire tout à l'heure? Si on pouvait connaître... Est-ce que les enfants d'aujourd'hui sont d'accord qu'on leur fasse connaître quelque chose? Non. Les enfants d'aujourd'hui, ils savent tout. Ils ne veulent entendre rien de personne. Ici, le général dit en page 65, j'aimais sa compagnie. C'est-à-dire, lui-même, il aimait déjà la compagnie de son père. Mais les enfants d'aujourd'hui, non. Les enfants d'aujourd'hui, nous, on nous a tapé sur le plateau ici à cause des enfants d'aujourd'hui. Oui. Il faut changer. Il faut aller lire le livre parce que vraiment, un dernier paragraphe. Un tout dernier. Voilà. Déjà, ici, je vous lis une phrase avant d'atterrir. La richesse s'octroie, c'est le père hein, du général, du boss. La richesse s'octroie par le travail et non par les fétiches. Il dit ça déjà à son enfant. Sinon, si ce n'était que les fétiches, il n'y aurait pas de dire TV. Et puis, regardez ici l'atterrissage. Un livre entier suffirait-il pour parler de mon père? Ce n'est pas sûr. Et chaque pas de ma vie est guidé par ses sages conseils. Il mourut en 1975, mais il est toujours dans mes pensées et ses paroles retentissent encore dans ma tête comme si c'était hier. Il nous a toujours demandé de s'aimer l'amour et non la haine. Voilà un enfant qui garde ce témoignage-là. Depuis 1975 que papa est parti, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas oublié ça. Mais les enfants d'aujourd'hui... C'est comme ce qu'on dit, écoute, j'ai besoin qu'on
zoome ce livre-là, s'il vous plaît. J'ai besoin qu'on zoome. Je pense que vous pouvez l'avoir aussi à DRTV, parce que celui-là, cet exemplaire, à la DRTV. À DRTV, c'est vendu 15 000 francs. Voilà, c'est très important que... Très moins cher pour la connaissance qu'il comporte. Donc, ce livre, vous pouvez l'avoir à DRTV. Regardez l'homme, déjà. Ça veut dire qu'il a le passé, en plus, voilà, le passé, le présent, et surtout des connaissances qu'il faut. Donc, il est rassuré. Même sa démarche est vraiment charismatique. Donc, vous avez besoin de ce livre pour devenir grand. D'ailleurs, la phrase, c'est « Les fétiches ne rendent pas riches. Mais le travail. Mais le travail. Donc, vous avez besoin de ça, surtout pour vous faire guider et surtout pour ceux qui ont des ambitions. Vous allez pouvoir retrouver votre solution ici. Je pense que merci, papa, à toi de nous avoir partagé ce livre. C'était très beau. C'est moi qui vous remercie. Je leur avais dit, personne ne parle pas de ce livre-là. S'ils parlaient, ils commentaient là. J'avais dit, tout le monde va descendre. Alors, toi, tu avais ma banga tout à l'heure à jeter. Il faut déjà ne pas oublier que tu dois jeter au boss très rapidement. Très rapidement, d'accord. Comme ça, des coucou au boss, à notre boss, hein, le général Davira. Merci encore et merci pour l'espace. Merci. En tout cas, aussi, merci. Et à mon frère chéri qui nous suit depuis Pointe-Noire, Jean Herman. Voilà. Papa, très rapidement. Oui, justement, moi, je salue mon ami et frère personnel Cisco qui nous suit en direct. Il a même un conseil là, entre demain et après-demain. Donc, tu es invité, tout le monde est invité à participer à ça. Je remercie aussi le prophète, voilà, c'est mon père, Jean-Paul Coutou, qui a un séminaire du 26 au 30 avril. Voilà, donc tout le monde aussi est invité à y participer. Merci. Le séminaire va suivre la consécration du prophète. Merci. D'accord, merci beaucoup. Oui, donc moi je souhaite un joyeux anniversaire comme ça à Prodige. Joyeux anniversaire à toi et surtout un bonjour. Lui, c'est l'homme de Dolisie, hein? Le conseiller Amour Madiala. Bonjour à toi et bonjour à tout le monde. Junior de maths, on est ensemble. Alors, Monsieur Roli Toutou a été salué par Monsieur Clever. Déjà, Madame ou Monsieur Silla Ibinda, voilà, a été salué également par... Sulistad Ibinda. Oui, Sulistad Ibinda a été également salué par Monsieur Clever. Donc, je répète, Monsieur Roli Toutou et Monsieur Sili Ibinda a été salué par Monsieur Clever. Quant à moi, je dis merci général parce que, sincèrement, assez de mots ne pourraient pas décrire plutôt ce que je ressens ce matin. C'est une gratitude profonde pour cet espace que vous nous avez donné, nous, en tant que jeunes, réellement, qui sortons des abîmes et grâce à vous plutôt, nous pouvons dire aujourd'hui être fiers d'un métier et qu'on gagne dignement notre vie. Et surtout, je tiens à dire que Dieu vous bénisse. Je ne rendrai peut-être pas ce que vous m'avez donné, mais que Dieu vous bénisse abondamment. Sans oublier ma directrice générale, elle n'aime pas trop ma banga, mais la plus charismatique la plus charismatique. Très belle, très charmante. Maman, je sais que vous n'aimez pas ma banga, mais vraiment, pardon. Très bien. Oh, merci beaucoup. Merci d'être un modèle. Et toute petite, vous avez bercé mon enfance et je pense qu'il est temps de vous dire aussi un grand merci. Quant à moi, je vous dis, demain, vous allez retrouver Daniel Makaya et samedi, Junior de maths. Restez branchés sur l'antenne de la DRTV et prenez soin de votre famille. Surtout, n'oubliez pas ce livre qu'on vous a présenté. Vous l'avez voulu et nous l'avons fait. Bonne journée à vous.